and gentlemen, welcome back. Thank you very much. We're running a very, very tight ship. Welcome back. May I kindly... Mesdames, Messieurs, si vous êtes toujours debout, veuillez vous asseoir pour que nous puissions commencer le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant passer à notre dernière conversation de la journée. Et il s'agit d'une conversation qui a pour titre une stratégie commune pour atteindre les ODD sur la protection sociale. J'aimerais inviter les intervenants suivants à venir à la tribune. Je vais demander à M. Christophe Perrin de venir le premier. Il est directeur à l'OIT, directeur du département de la coopération multilatérale. On va l'applaudir. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Ensuite, Monsieur Peter Salama. Merci d'être parmi nous, les directeurs exécutifs à l'OMS. On l'applaudit. Right next to Mr. Perrin there. Madame Céline. Madame Céline Morod, représentante résidente du Liban, du PNUD. And I believe that your... Je crois que votre fauteuil est ici. Merci beaucoup. Monsieur Michael Rutkowski, directeur mondial pour la protection sociale et les emplois à la Banque mondiale. Vous pouvez vous asseoir ici, on l'applaudit. The World Bank as well. Madame Lisa Crobiel, chef du fonds SDG aux Nations Unies. And I believe that Et je crois que votre siège est là. Monsieur Plamen Dimitrov, président du CITUB Bulgarie. On l'applaudit. Thank you. And we also... Et nous avons aussi Monsieur Yukihiro Nita, vice-président du groupe qui s'occupe de durabilité à l'entreprise vente de détail rapide. Merci. Et bien sûr, nous avons aussi avec nous Madame Marjeta Jager, vice-directeur général de la Direction générale de la coopération et du développement internationaux à la Commission européenne. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, n'oublions pas que nous avons des interprètes. Nous traitons toujours ces éléments de discussion, à savoir ODD. Alors, j'aimerais maintenant planter le décor avant de donner la parole à M. Perrin. Ce matin, nous avons entendu que créer des systèmes de protection durables pour arriver au programme d'action 2030 était une grande difficulté. Il fallait collaborer au niveau national et international. Nous avons entendu des exemples encourageants, comme l'initiative des socles de protection sociale. Nous savons que cette initiative a tiré profit de l'adoption de la recommandation 2012 de l'OIT sur les socles de protection sociale dont nous avons parlé ce matin. Et aujourd'hui, nous parlons de ces évolutions après 10 ans de collaboration sur la protection sociale. Et ceci est vu comme un exemple de réussite de travail commun. Nous savons que cette initiative a donné des fruits. Si l'on pense à la première affectation du fonds ODD commun lancé par les Nations Unies en mars 2019, qui a 72 millions de dollars dans ses caisses destinées à la protection sociale. Donc, nous savons qu'au-delà du travail avec le système des Nations Unies, l'OIT doit travailler avec des partenaires stratégiques sous forme d'organisations régionales et internationales. Et dans cette conversation, nous allons avoir leur perspective sur ce qui a changé dans le domaine de la coopération
au niveau national et international depuis 10 ans. Nous allons avoir une conversation très franche sur les goulets d'étranglement, mais aussi nous allons énumérer les facteurs de succès. Et mon thème favorable, c'est une réflexion sur ce que chacune de ces institutions présentes aujourd'hui peut apporter. Mais pour commencer, je vais demander à M. Christophe Perrin de nous présenter rapidement la façon dont l'OIT conduit, coordonne et promeut sa participation active dans le système des Nations Unies, mais aussi avec d'autres organisations multilatérales, notamment dans le domaine de la protection sociale. Merci for giving the floor and welcome to. Merci et bienvenue à vous tous. Cet après-midi, on m'a demandé de planter le décor de cette table ronde. Je ne veux pas trop parler de nous, mais j'aimerais plutôt donner un panorama général. Beaucoup a été dit déjà ce matin, cet après-midi. Évidemment, il y a toujours le risque de nous répéter. Mais comme point de départ, je vais prendre ce qu'a dit la vice-secrétaire générale dans son message vidéo, où elle a dit que la tâche était énorme et que personne ne pourrait faire cela seul. Donc, il faut des partenariats solides, une vision commune, une action collective. Ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est que la protection sociale n'est pas la prérogative de quiconque. Au niveau national, nous savons qu'il faut que tout le gouvernement s'engage, le ministère du Travail, de la Planification, des Finances, de la Santé, et j'en passe. Il faut aussi que participent d'autres partenaires. Évidemment, nous sommes à l'OIT, donc les travailleurs et les employeurs sont en première ligne, pas simplement parce qu'ils font partie de la gouvernance de l'organisation, mais parce qu'ils jouent un rôle vital dans le contexte général de la protection sociale, aussi bien en tant que client, pour ainsi dire, mais aussi parce qu'ils financent le système de protection sociale. Et nous avons aussi besoin de la société civile dans son ensemble. Concernant le front multilatéral, vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup d'acteurs qui sont actifs dans ce domaine. Je ne vais pas trop parler de l'OIT, mais cela fait partie de notre mandat constitutionnel depuis 100 ans. Mais beaucoup des institutions spécialisées des Nations Unies jouent un rôle dans le domaine de la protection sociale. L'OMS, UNICEF, FAO, le FNUAP, ONU Femmes, le PNUD, le HCR, la Banque mondiale. Il y a d'autres acteurs encore, justement la Banque mondiale et bien sûr la Commission européenne. Mais enfin, ce n'est pas des moindres. Vous savez peut-être que le FMI a récemment lancé un nouveau cadre stratégique sur les dépenses sociales. Et la directrice Lagarde est venue pendant la conférence de l'OIT en juin et a lancé ce cadre. Donc il se passe beaucoup de choses. Nous devons coordonner nos efforts au niveau national et international. Il y a beaucoup de grandes initiatives, ça a été déjà évoqué ce matin, l'initiative sur les socles de protection sociale qui a été lancée juste après la crise de 2008 et dont je dois dire que c'est une des vraies réussites d'une seule organisation des Nations Unies. Et dans ce contexte de l'action commune et unique de toute la famille des Nations Unies, il y a l'action commune et financement commun de toute une série d'activités. Et on va en parler davantage, on va notamment parler du Fonds commun des ODD. Comme vous le savez, le premier facteur, le premier élément de ce fonds, c'était la protection sociale. Je ne vais pas mentionner tous les partenariats. Il y a aussi des partenariats avec des partenaires sociaux, la société civile. Donc beaucoup de choses se font, mais il faut en faire plus si nous voulons assurer une couverture complète d'ici à 2030.
Il faut donc renforcer ces initiatives, mais s'assurer également que la cohérence des politiques au niveau mondial se traduit en une véritable coopération au niveau des pays. J'en resterai là. Merci. Donc les 3 C, coordination, cohérence et égale collaboration. Merci beaucoup. Vous avez souligné les actions communes, le financement commun. Et peut-être que nous allons commencer pour notre conversation. Et d'abord, je vais donner la parole à Madame Jager. Nous savons que la Commission européenne, la DG DEFCO, a lancé une initiative sur la protection sociale. Pourriez-vous nous parler de cela et nous dire comment les acteurs collaborent? Merci d'avoir invité la Commission européenne. Vous savez tous que la protection sociale et l'égalité de tous reste une priorité pour la Commission européenne. Et c'est pourquoi je suis très fier aujourd'hui d'annoncer que nous venons de lancer ce programme phare de 20 millions d'euros qui lie la protection sociale avec la gestion des finances publiques. Nous pensons que c'est novateur. Et nous avons commencé en octobre. Il s'agit vraiment de trouver des synergies et une cohésion entre la protection sociale et la gestion des finances publiques. Et donc, ce que nous voulons, c'est avoir une durabilité financière. Nous avons 3 objectifs. D'abord, concevoir et financer les systèmes sociaux pour les mettre en œuvre et les suivre. Et c'est aussi la question de la sensibilité au choc des systèmes de protection sociale. Nous voulons que ces systèmes soient sensibles, évoluent en fonction du genre et puissent réagir en cas de choc qui peuvent se produire chaque jour, comme nous le savons. Donc nous sommes très fiers de faire ça en partenariat avec l'OIT, l'UNICEF et la coalition de plus de 100 ONG et syndicats. Et nous pensons que cette méthode inclusive, ce partenariat que nous avons pour la mise en œuvre et pour la coopération vont donner des résultats qui seront vraiment de bonnes pratiques pour l'avenir. It's very important as well. Ainsi, il est très important d'arriver à la protection sociale via ce lien entre assistance et développement. Nous avons des pays prioritaires au nombre de 8 et dans 7 de ces pays, nous avons un appui budgétaire qui est offert puisque nous avons les programmes bilatéraux dans 26 pays. Et c'est 1 milliard pour ce qui est du portefeuille. Mais nous voulons lier cette expérience avec ce programme que nous avons lancé avec l'OIT. Nous avons de grandes attentes et nous attendons beaucoup de ce partenariat avec l'OIT, l'UNICEF et d'autres pour obtenir des résultats et pour déployer ce programme. Félicitations! Félicitations, parce que c'est un jalon important. Vous l'avez dit, ça pourrait ensuite faire histoire, arriver dans les annales, et ça pourrait servir d'exemple à d'autres. J'en reviens à cette notion de prisme. Vous avez parlé de lien entre l'assistance humanitaire et le développement. Donc là, c'est important. C'est un élément qu'il convient de souligner. Merci d'avoir insisté là-dessus. Madame Corbellel, nous voyons bien l'élan qui intervient. Monsieur Perrin l'a dit, nous avons un appel à proposition qui est axé maintenant sur la protection sociale. Mais étant donné que pour ce fonds, on met l'accent sur le financement stratégique, qu'est-ce qui influence la décision?
pour braquer les projecteurs sur la protection sociale et pour ne laisser personne de côté. Merci de votre question. Ne laisser personne de côté, ça c'est très important pour le programme 2030 et les ODD. Lorsque M. Gutiérrez a créé ce fonds, il voulait que on accélère dans chaque pays. On voulait être plus percutant et offrir ce qu'il y a de mieux au niveau des équipes de pays. On l'a dit à plusieurs reprises, le temps compte. On n'est pas là pour être en concurrence les uns avec les autres. Que ce soit au niveau du financement, l'important c'est que l'expertise soit bien exploitée. On a un fonds vertical et ensuite il faut 3 ou 4 institutions pour chaque équipe de pays et ensuite le partenariat avec le gouvernement. Ça, c'est l'essentiel. Autre point important, et la vice-secrétaire générale l'a dit ce matin, Madame Mohamed, il y a l'effet démultiplicateur pour chaque yen, euro, dollar investi dans la protection sociale. Ça a des répercussions sur les autres ODD et ça a même un effet d'accélérateur. Ce fonds n'est créé que pour les 9 années à venir, 9 années et demie, mais nous voulons que l'on change la manière de travailler. Mais on veut simplement que l'on avance. Merci, formidable. Eh bien, nous sommes là pour être plus percutant, pour que chaque entité offre ce qu'elle a de mieux à offrir. C'est très important ce que vous dites sur cet effet démultiplicateur et sur ce retour sur investissement. Alors, Madame Moirou, nous venons de parler de ce fonds pour les ODD, mais les coordonnateurs résidents ont été invités à soumettre des notes conceptuelles pour se concentrer sur cet effet démultiplicateur. Le Liban a été choisi parce que il est le bon candidat. Mais quelle est la pertinence de la protection sociale dans ce contexte de transformation économique et sociale en cours au Liban? Premièrement. Deuxièmement, quel rôle voyez-vous pour une équipe des Nations Unies lorsqu'il s'agit d'appuyer la protection sociale au Liban, étant donné ce qui a été approuvé récemment avec ce fonds conjoint? Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au nom du coordonnateur résident qui ne pouvait malheureusement être présent, donc je le représente, ainsi que les institutions des Nations Unies qui font partie du programme. Pour planter le décor au Liban, vous avez un paysage plutôt varié, plusieurs régimes de protection sociale, 2 piliers, l'un pour cibler la pauvreté, pour ceux qui sont en deçà de du seuil de pauvreté extrême. Malheureusement, c'est un secteur qui n'est pas forcément bien financé. Il y a quand même certaines limitations au système actuel. En termes de couverture du système contributif de protection sociale, mais aussi en termes de ciblage, puisqu'on ne cible que 18% des Libanais pauvres. Et là, ça fait partie des discussions avec le gouvernement, avec le ministère des Affaires sociales. On n'a pas de système de protection sociale, ou alors il faut combiner avec un système d'assistance sociale. On n'arrive pas à avoir cet effet d'accélération pour les ODD, d'où cette initiative. Je pense que c'était pertinent au moment de la conception du programme, et vous avez suivi les nouvelles. Le Liban fait face à une crise de plus. Il y aura une crise économique, budgétaire qui va avoir un impact sur le bien-être des plus vulnérables et des plus pauvres. La Banque mondiale, il y a 2 semaines, a publié une déclaration pour dire que on pourrait arriver à un taux de 50% de pauvreté si la situation empire. Il y a aussi les manifestations dans la rue. Les gens veulent davantage d'égalité, de justice
social. Ils veulent ce droit à la protection sociale. Donc là aussi, ça s'accélère et ça pourrait peut-être permettre de renouveler le contrat social. Nous attendons beaucoup de ce programme avec 5 agences des Nations Unies, ce partenariat OIT, UNICEF, PNUD, ONU Femmes. Nous espérons que l'on pourra avoir un effet d'accélération. Mais on n'est pas parti de nulle part, on est parti de ce que l'on faisait auparavant parce que le Liban, c'est un grand programme d'assistance pour les Syriens, les Libanais. Au fil du temps, nous essayons de voir comment travailler ensemble. Nous avons un pacte avec la Banque mondiale, mais pas seulement. Nous opérationnalisons les partenariats pour la protection sociale. Nous avons un groupe de travail informel sur l'assistance sociale, la protection sociale. Enfin bref, nous travaillons pour arriver à une analyse conjointe des priorités. Et ça, c'est très important si nous voulons avoir des résultats et dégager des économies d'échelle notamment. Pourquoi est-ce que ces 5 agences des Nations Unies se sont regroupées? Parce que nous sommes complémentaires. Nous travaillons avec tel ou tel ministère ou avec le bureau du Premier ministre. Au Liban, c'est très important. Si nous voulons réunir toute l'approche gouvernementale, et puis, nous voulons insister sur les femmes, les personnes handicapées, le secteur informel. Nous travaillons avec ONU Femmes, avec l'OIT et l'UNICEF. C'est très important lorsqu'on vise l'inclusion. Merci. C'est très important ce que vous nous dites, ce qui nous ramène à la protection sociale, qui est un investissement dans la paix et la stabilité. Vous l'avez dit, il faudrait revoir ce contrat social au Liban, mais vous avez dit quelque chose de très important, et notamment qu'en l'absence d'une vision commune, on ne peut pas marcher dans la même direction. Si on a la même vision des choses, on a les mêmes priorités. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas de représentant gouvernemental. Nous avions invité le Burkina Faso, malheureusement pour des raisons qui ne sont pas de notre ressort. Son Excellence l'ambassadeur n'a pas pu nous rejoindre. Mais une autre voix que je voudrais entendre, c'est la vôtre. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions et je transmettrai. Mes collègues sont là, près de la porte, pour recevoir votre contribution. Monsieur Dimitrov, si vous voulez bien nous donner votre avis. Nous avons la réforme des Nations Unies, mais comment s'assurer que les organisations de travailleurs soient reconnues comme un partenaire essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de protection sociale? Bonjour à tous. Je suis porte-parole des travailleurs au conseil d'administration de l'OIT. Donc là, je ne prends pas la parole à titre personnel ou à titre national, je tiens à le dire. La réforme des Nations Unies rassemble toutes les institutions onusiennes au niveau national. Mais le système de l'OIT est unique en son genre, puisque l'OIT est tripartite. Et c'est peut-être ce qui est remis en cause. Alors, nous avons les avis de chacun. Il y a aussi les institutions de Bretton Woods. Le dialogue tripartite, le dialogue social devrait devenir quadripartite ou pentagonal. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui acquiescent lorsque je dis cela. Et là, c'est ce qui pose question, parce que nous sommes ici dans cette maison ancienne qui a érigé le dialogue social en institution, le dialogue tripartite, dialogue entre employeurs et
travailleurs. Évidemment, le monde du travail pose défi, mais il n'y a pas que cela. La protection adéquate devrait être étendue à tous les travailleurs. La relation d'emploi doit être protégée, mais la réforme des Nations Unies doit être surveillée de près. Et là, je parle pour les travailleurs. La protection sociale ne peut pas être remplacée par un filet de sécurité ou par une garantie minimale, comme on nous le propose. Comment est-ce que les institutions de Bretton Woods coopèrent avec l'OIT? Le directeur général est très poli lorsqu'il parle de cette question, mais moi je ne serai pas poli. Je dirais qu'il y a de grandes divergences. Nous avons besoin de socles de protection sociale. Il faut que ce soit complété par des régimes d'assurance sociale et il faut aussi des socles de protection du travail. Donc, des salaires minimums, un filet de sécurité, la santé et la sécurité, enfin les droits et principes fondamentaux au travail si nous voulons la protection sociale à l'heure actuelle et à l'avenir. Ça, c'est très important. C'est même peut-être le plus important pour le contrat social. Mais si nous voulons le nouveau contrat social à l'échelle mondiale, c'est ce que nous voulons. La Commission mondiale a publié son rapport sur l'avenir du monde du travail. Nous avons aussi 2 points, responsabilité et financement. Côté employeur, ce matin, on parlait de responsabilité, de protection sociale, évasion fiscale, non-acquittement des cotisations, corruption. Il faudrait que ce soit traité beaucoup plus efficacement. Et il faudrait que ce soit réglé. Il ne faut pas que l'injustice se répande partout dans le monde. Le directeur général l'a dit ce matin, la sécurité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous l'avez dit vous-même, nous avons 55% de la main-d'œuvre qui se retrouve sans protection sociale. Alors, il ne faut pas que cette peur se transforme en colère. Merci, Monsieur Dimitrov. Le directeur général a dit que la conversation sera peut-être difficile et peut-être que ça ira un petit peu dans plusieurs sens. Mais c'est justement parce qu'il y a plusieurs perspectives, plusieurs visions. Et j'apprécie la franchise avec laquelle vous nous parlez. Y a-t-il d'autres questions qu'il faudrait poser qui n'ont pas encore été posées? Monsieur Rutkowski, je sais que je ne vous ai pas encore donné la parole, mais quelques secondes avant, je me tourne vers Monsieur Perrin. L'OIT a coprésidé l'initiative ONU-SPF et a contribué à de nombreuses propositions au titre de ce fonds conjoint. Mais quelle est la perspective de l'OIT vis-à-vis de cette collaboration sur la protection sociale? Oui, si vous voulez bien. Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Je serai concis. Alors, 3 dimensions en ce qui nous concerne. Les institutions onusiennes promeuvent une approche centrée sur les droits. L'OIT a son mandat normatif, ses activités normatives et d'une certaine manière, cette activité normative doit être prise en compte. C'est une dimension importante. Il y a
le dispositif de surveillance, il y a des instruments phares liés à la sécurité sociale, à la protection sociale. Il y a aussi les instruments sectoriels. Et ça, c'est la valeur ajoutée du système. Deuxième dimension, en vertu de notre mandat constitutionnel, il faut se soucier de toutes les prestations, retraite, assurance chômage, soins de santé, entre autres. Alors que les autres institutions onusiennes, en fonction de leur mandat respectif, se concentrent soit sur la population ciblée, les enfants, les femmes, les réfugiés, soit sur certains domaines d'activité. Alors que là, nous avons cette approche systémique que nous apportons au système onusien. Et pour revenir à ce qui a été dit, la participation. Nous savons que c'est fondamental. Il faut que les bénéficiaires participent. Nous le faisons toujours par le biais d'organisations de la société civile. C'est vrai que la représentation, c'est essentiel. Ça a été dit par Plamen, mais là, c'est une autre dimension, dialogue social et tous les acteurs de l'économie, d'ailleurs. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, nous avons le dialogue social, la dimension dialogue social. Je sais que parfois, ça peut paraître un petit peu étrange. C'est un petit peu difficile à faire comprendre. Mais on avance. Ce sont les trois dimensions que je voulais évoquer. La réforme des Nations Unies évoquée par Plamen. Bien sûr, nous comprenons les préoccupations des partenaires sociaux, le risque d'une certaine dilution. Et que va-t-il advenir du mécanisme de contrôle? Nous avons eu pas mal de discussions là-dessus au Conseil d'administration. Au bureau, nous voyons cela comme une chance. C'est la chance de nous faire connaître des autres, de faire connaître les normes du travail. Travail décent, bien sûr, nous ne sous-estimons pas ces inquiétudes de nos mandants, évidemment. Merci. C'est l'occasion de se faire entendre d'autres personnes. Vous l'avez dit, il faut une approche systémique plus globale. Pour les partenariats, et là, je reviens vers Madame Jagger. Si vous y réfléchissez, l'Union européenne est le deuxième plus grand contributeur au fonds conjoint. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi l'Union européenne a pris cette décision? Et c'est peut-être plus important encore, quel est l'avantage comparatif d'un fonds à plusieurs parties prenantes? Merci. L'Union européenne croit dans le multilatéralisme et c'est pourquoi nous avons contribué à hauteur de 30 millions d'euros au fonds pour le programme 2030. Nous sommes fiers de cette contribution parce que nous pensons que c'est la meilleure manière d'agir. Ainsi, nous pouvons atteindre les ODD et nous pouvons avoir une meilleure coordination et un meilleur impact au niveau des pays. Parce que pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Nous le faisons pour les personnes, pour les gens. Et ça, c'est la valeur ajoutée, ce qui se passe au niveau des pays. Voilà qui témoigne de notre attachement au multilatéralisme. Et c'est l'ONU qui joue le rôle essentiel pour la mise en œuvre de ce programme 2030. C'est au cœur de notre lutte
pour le multilatéralisme. Nous espérons que la réforme des Nations Unies, que le rôle des coordonnateurs résidents permettra d'avoir une meilleure synergie, une meilleure cohérence au sein du système. Nous espérons que la coordination va s'améliorer, notamment au niveau des pays, et ce, pour le bien des pays. Les équipes de pays devraient travailler ensemble avec les délégations, ce qui permettrait de renforcer la coopération au niveau des pays, au niveau du continent, au niveau du monde entier, pour atteindre ces ODD. Bien, c'est parce que vous avez foi dans le multilatéralisme. Monsieur Rutkowski, partenariat. Septembre 2016, le partenariat mondial pour la protection sociale universelle visant à atteindre les ODD a été lancé à l'Assemblée générale des Nations unies. Le partenariat est coprésidé par l'OIT et la Banque mondiale et réunit 31 partenaires, je crois, à l'heure actuelle, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pourquoi est-ce que l'on avait besoin de ce type de partenariat? Et ensuite, qu'est-ce que cela ajoute quand on fait la comparaison avec les partenariats ou alliances qui existent déjà? C'est un partenariat très important. Lorsque ça a été signé à New York, c'était une grande journée pour moi. Parce que ça donne un cadre et ça donne une certaine motivation. Il faut que ce soit universel. Maintenant que nous avons ce cadre, nous savons pourquoi nous travaillons ensemble. Avant la déclaration sur la protection sociale universelle, nous travaillions déjà ensemble dans divers domaines. Coordination interinstitutions pour élaborer des outils de mesure de la protection sociale. Alors, avec cette vision commune, on peut travailler de manière très concrète. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je suis ravie de cette réunion. Cette réunion n'aurait même pas été possible il y a 5 ans. Nous sommes réunis, nous sommes ensemble parce que nous travaillons ensemble et parce que nous savons pourquoi nous ne sommes pas toujours d'accord sur telle ou telle politique. Nous avons un livre blanc sur la protection. Protéger tout le monde. D'accord, nous voulons protéger tout le monde. Mais sur la question de savoir comment, alors c'est là qu'il y a plusieurs différences, plusieurs politiques. Bien sûr, nous partageons cette idée de la protection sociale universelle, mais ça n'est pas toujours la même chose. Et à la Banque mondiale, il faut toujours commencer par les plus pauvres et les plus vulnérables. Il faut quand même commencer par un certain ciblage. Et ensuite, vous arrivez à l'universalité. Ensuite, ce qui fonctionne, bon, c'est la déclaration, c'est par le partenariat, il faut élargir le partenariat, mais il faut travailler au niveau des pays et le Liban est un bon exemple de cette excellente coopération entre la Banque mondiale, les institutions onusiennes et d'autres. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est une leçon de vie pour tout le monde. Savoir pourquoi l'on n'est pas d'accord, parce que c'est parce qu'il y a des points de désaccord que l'on peut avancer. Donc, au-delà de cette conversation, lorsqu'on va rentrer à la maison, dans la famille, lorsqu'on va être avec son conjoint, on sait comment lutter ou on sait comment faire face lorsqu'il y a divergence d'opinion. C'est important, c'est très important. Monsieur Salama, autre exemple de partenariat. UHC 2030. Il y a 2 mois à peine, l'Assemblée générale a adopté une déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle. Monsieur, d'après vous, comment est-ce qu'un partenariat tel que UHC 2030 peut faire la différence dans la vie des personnes? Merci, je suis ravie d'être ici. Merci de cette question. Il y a la santé, mais il y a aussi le lien avec la protection sociale universelle. Ça, c'est fondamental. Alors, 3 grandes raisons pour lesquelles cette déclaration est différente des déclarations précédentes.
D'abord, ça repose sur des faits qui nous disent que la couverture des services s'améliore depuis certaines années, mais la cadence n'est pas suffisante parce que nous n'arrivons pas à atteindre ceux qui en ont besoin. L'inéquité, la non-équité est toujours là. Ensuite, on avance relativement peu. Et si l'on avance, c'est à certains coûts pour les familles, parce que pour les objectifs du millénaire, on a eu un déclin des taux de pauvreté, mais il y a eu augmentation d'autres taux de pauvreté. Il y a la pauvreté et il y a l'état de santé. Donc vous avez la couverture, le taux de couverture qui peut stagner et des coûts qui sont associés à cela qui augmentent. Nous avons 100 millions de personnes qui chaque année ne s'en sortent pas à cause des dépenses de santé. D'où cette discussion des décideurs. C'est important d'avoir des faits. Les faits, c'est important, mais ça n'est pas suffisant pour induire le changement. Ce que nous savons maintenant, c'est que l'économie des soins de santé nous fait aller dans la même direction. Les frais des soins de santé augmentent plus que la croissance économique et les ministres des Finances le disent partout dans le monde. Il faut davantage de retour sur investissement pour engager la réforme. Et puis, l'électorat veut en savoir davantage, exige davantage de services. Il y a les médias sociaux, ils exigent davantage. Et les chefs d'État en sont bien conscients, je pense. Et c'est pourquoi je suis sûre que nous allons pouvoir avancer sur la question de la couverture de santé universelle. Oui, quand on voit le tableau d'ensemble, on voit qu'il n'y a pas que la vision globale. Il y a aussi ce qui se passe dans chaque secteur. Et c'est là qu'il va falloir entrer dans les nuances. Donc, j'espère maintenant entendre les questions de l'auditoire. Mais je vais m'adresser à M. Nita pendant un moment. Nous avons entendu un certain nombre d'exemples jusqu'à présent sur comment les organisations régionales et internationales consacrent des fonds à des projets qui sont liés à la protection sociale. Mais il y a aussi des exemples d'engagement direct du secteur privé qui s'engage directement. Il y a quelques 3 mois, Fast Retailing a annoncé qu'il entrerait en partenariat avec l'OIT pour la protection sociale et pour des environnements améliorés pour les travailleurs d'Asie. Fast Retailing a promis 1,8 million de dollars pour 2 ans. Et c'est essentiellement un projet, c'est le plus grand projet financé par une entreprise privée dans l'histoire des initiatives de sécurité sociale conduites par l'OIT. Alors, question. Pouvez-vous nous expliquer comment cet argent va être utilisé et pourquoi Fast Retailing a décidé de faire cela? Merci de votre question. Je vais parler japonais. En ce qui concerne l'utilisation de ce fonds, l'OIT va mener de la recherche sur le marché du travail dans des pays comme le Vietnam et d'autres pays. Un autre pilier de l'utilisation de ce fonds, ce sont les activités en Indonésie, où il va y avoir une assurance emploi qui sera mise en place. Il y aura un système de soutien pendant la période d'emploi en Asie. Il y a un changement rapide dans l'industrie et sur le marché du travail. Il y a beaucoup de changements chez les travailleurs qui travaillent dans la couture, où il y a un risque de chômage. Toutefois, dans la plupart des pays d'Asie, si vous prenez les régimes de protection sociale et les politiques du marché du travail,
ils ne suffisent pas en cas de risque soudain de chômage et de pauvreté due au chômage. C'est pourquoi nous voulions participer à un travail avec l'OIT, collaborer avec l'OIT sur 3 activités, 3 piliers en Indonésie. D'abord, garantir un régime de revenu minimum pour que les travailleurs chômeurs et leurs familles ne tombent dans la pauvreté, et aussi pour soutenir le dialogue tripartite. Deuxièmement, nous voulons aussi soutenir la requalification et le recyclage, notamment dans le secteur des TI et des nouvelles technologies en Indonésie. Troisièmement, nous voulons travailler avec les agences d'emploi public en Indonésie pour encourager l'emploi aussi vite que possible. Nous voulons nous concentrer essentiellement sur les femmes au travail pour qu'elles puissent recevoir des formations, pour qu'elles puissent gagner davantage, car nous pensons que ceci conduirait à des niveaux de bien-être plus élevés pour leurs familles. Elles pourront passer davantage de temps et élever leurs enfants. J'aimerais aussi répondre à pourquoi notre entreprise a pris cette initiative. Je viens de Fast Retailing, qui est une entreprise mondiale. Nous avons lancé des marques comme Comptoir des Cotonniers, Uniqlo et d'autres dans le monde entier. Notre principale marque, c'est Uniqlo, et son concept de lifewear, c'est-à-dire de vêtements confortables pour tous les jours. Et pour nous, il est important d'avoir une responsabilité sur la fabrication de ces vêtements. Nous avons aussi des liens très importants avec nos clients. Donc nous voulons communiquer à nos clients comment les vêtements sont fabriqués, par qui, dans quelles conditions de travail, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Pour revenir au partenariat avec l'OIT, le renforcement de la protection sociale en Indonésie, c'est une activité que l'activité avait déjà engagée il y a quelques années. Et donc, nous suivons cette activité existante. Et lorsqu'il s'agit de droits de l'homme, nous avons le principe des Nations Unies pour ce projet. Nous respectons le principe des Nations Unies. Mais cette initiative est un exemple de coopération multipartie prenante. Et c'est quelque chose qui est très nécessaire aujourd'hui. Mais du point de vue des entreprises, c'est un investissement. Je regardais les visages autour de vous alors que vous parliez de ce projet. Mais ma question suivante, ma première question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce projet pourrait servir d'exemple pour d'autres investissements du secteur privé? Merci de votre question. Permettez-moi de répéter la question. Il faut compter un peu de temps pour qu'il se mette en route. Merci de votre question. D'abord, il y a le succès de ce projet. Mais nous sommes assez optimistes quant à la réussite de ce projet. Évidemment, les systèmes existants, les lois existantes créées par les gouvernements et par l'OIT fonctionnent très bien. Mais dans la société, nous voyons que les organisations de la société civile veulent résoudre les questions de droits de l'homme elles-mêmes. Même chose pour le secteur privé. Les entreprises prennent très au sérieux ces questions de droits de l'homme. J'ai dit plutôt que ce projet pour Uniqlo et pour notre entreprise était un investissement. Mais ça ne veut pas dire que nous aurons immédiatement un retour sur investissement. Mais nous pensons qu'il y aura un retour positif parce qu'en créant de meilleures chaînes d'approvisionnement où les travailleurs ont un travail décent, nous pouvons créer plus de stabilité sur le marché du travail et nous pouvons contribuer au développement socio-économique. Et ainsi, nous pouvons créer une meilleure productivité et de la valeur ajoutée. Et c'est une bonne occasion pour nous.
Et je crois que les entreprises privées ont pour mandat de contribuer à résoudre les problèmes sociétaux et à répondre aux besoins des consommateurs sur le marché. Nous pouvons le faire en fournissant des produits et des services. Et c'est la raison d'être des entreprises privées. C'est comme ça que nous pouvons contribuer aux ODD. À propos des ODD, il y a différentes cibles pour résoudre les questions de société, les questions d'environnement et d'autres questions liées aux droits de l'homme. Et nous pouvons trouver des possibilités dans tous les secteurs des ODD. Nous contribuons au changement. Nous mettons l'accent sur l'économie circulaire pour lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas oublier le point de vue de l'investisseur. Nous devons investir dans de bons projets de façon appropriée pour créer un cercle vertueux. Et pour créer ce cercle vertueux, nous voulons nous assurer que le projet va réussir. Merci. Oui, je veux simplement que nous nous rappelions le rôle évolutif du secteur privé. Mais j'aimerais m'adresser à vous, Madame Moirou. Si nous revenons à la feuille de route pour financer le programme de 2030 pour le développement durable et que l'on prend le rôle que les investissements privés peuvent jouer pour accélérer la réalisation des ODD, est-ce qu'il y a des exemples de ce type au Liban et dans quelle mesure est-ce que ça vous semble faisable dans ce contexte, en particulier dans la situation actuelle que vous avez déjà décrite? Merci. C'est toujours bien d'être inspiré par le secteur privé. Donc peut-être pour vous donner quelques éclairages supplémentaires à propos du Liban, le rôle du secteur privé et l'importance que l'investissement dans le secteur privé peut avoir pour réaliser le programme 2030 existe bien au Liban. La planification des ODD, le comité ODD qui a été établi pour diriger les choses inclut les gouvernements, la société, le secteur privé, la chambre de commerce pour Beyrouth et Tripoli ont été incluses. Et au Liban, nous avons aussi un chapitre très actif du pacte mondial qui a élargi le champ d'application du secteur privé, qui essaie de voir quels sont les exemples concrets, notamment dans le domaine de la RSE, de la philanthropie, et enfin le développement d'un plan, la réalisation d'un plan ODD en septembre par le gouvernement du Liban. C'était une occasion de voir quelles seraient les priorités, quel pourrait être le rôle de la finance privée pour faire avancer ce programme national. Donc nous espérons que nous pourrons y revenir à l'avenir. Donc pour ce qui est des exemples concrets, peut-être un ou deux, je crois qu'il y a des conversations en cours sur comment le secteur privé pourrait contribuer à financer les programmes de lutte contre la pauvreté. Il y a eu une discussion entre le Banque mondiale, la Banque mondiale et le ministère des Affaires sociales. Il y a eu des exemples intéressants dans le contexte du secteur privé et du changement climatique et des énergies renouvelables. Le secteur privé a essayé de voir comment il pouvait réduire son empreinte carbone, comment il pouvait mettre en œuvre les plans en matière de changement climatique, comment il peut réduire la pollution. Donc il y a aussi des programmes spéciaux dans ce domaine. Et aussi, on a essayé de voir comment de nouveaux secteurs comme les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique pouvaient être des secteurs de croissance du secteur privé. Ce n'est pas simplement des affaires, mais c'est aussi bon pour l'emploi. Donc il y a des initiatives au Liban. Le temps dira, l'avenir dira
si cela va déclencher davantage de participation ou réduire la capacité du secteur privé. Est-ce que c'est les grandes entreprises ou les petites entreprises qui contribuent à la réalisation des ODD? Je voulais souligner que c'est une voie à double sens. On a besoin d'argent privé pour les systèmes de protection sociale, mais le secteur privé fournit également des services, que ce soit l'argent sur mobile en Afrique ou d'autres prestations qui entrent dans le cadre de la protection sociale. Oui, nous avons entendu parler du Kenya et comment on verse les pensions dans les zones rurales. Donc j'ai d'autres questions avant que nous commencions à conclure. Monsieur Salama, une question qui vient de Jennifer So de Suède. Jennifer nous dit quel est le rôle de l'OMS pour coordonner la couverture santé universelle et les autres interventions de promotion de la santé, y compris les prestations pour handicap et les indemnités en cas de maladie ou accident. Ensuite, question à Madame Yeager. Thierry de Belgique. Thierry nous dit quelle est la valeur ajoutée pour la Commission européenne d'inclure la société civile dans la gestion des systèmes de protection sociale. Et enfin, une question pour la Banque mondiale en particulier, ou pour tout le monde, mais nous n'avons pas le temps pour tout le monde. Donc c'est Lisa Satlimana, qui vient du Bénin. Et la question est la suivante. La protection sociale exige une vision commune, des multiparties prenantes et une méthode multidimensionnelle. Comment soutenir un dialogue national pour mieux financer la coordination, la cohérence, la durabilité et la prise de responsabilité nationale? C'est une question assez longue, mais j'aimerais entendre vos réponses. Ensuite, nous allons conclure. Madame, comme on dit, ladies first. Merci beaucoup de votre question à propos du rôle des ONG et de la société civile. Pour nous, à la Commission européenne, le travail avec la société civile et les ONG est extrêmement important. Nous ne pouvons pas imaginer de concevoir des politiques, quelles qu'elles soient, sans que la société civile ne soit incluse. Et cela s'applique aussi à la protection sociale. Vous savez tous que nous avons le pilier européen des droits sociaux. Nous avons une nouvelle commission qui vient d'adopter un conseil pour le développement aujourd'hui à Bruxelles et le vote au Parlement aura lieu mercredi. Donc notre nouvelle présidente vient de dire que nous allions faire vivre ce pilier social. Donc c'est une des priorités de la nouvelle commission. Et nous attendons non seulement la mise en œuvre du programme phare, du projet phare dont j'ai parlé plus tôt, mais aussi la mise en œuvre d'autres politiques avec nos ONG et la société civile, qui sont les parties prenantes les plus importantes. Oui, la société civile est une partie prenante très importante. Docteur Salama. Oui, d'abord, je dirais que la couverture universelle est la grande priorité de l'OMS. Et le lien entre la santé et la protection sociale va dans les deux sens. Donc, d'une part, les soins de santé peuvent conduire à de meilleurs résultats en protection sociale, moins de pauvreté, par exemple. Et c'est très important dans le travail de l'OMS avec la Banque mondiale, où nous faisons des recommandations, nous appuyons techniquement des pays pour veiller que le bon financement public des décisions en matière de santé ait lieu. Et aucun pays n'a vraiment progressé sans une
un système de financement public soit fondé sur l'impôt, soit sur l'assurance maladie obligatoire. Et un des vrais risques, c'est la fragmentation en assurance sociale, avec les exemples donnés par notre collègue, parce qu'il y a des gens qui passent entre les mailles du filet. Mais par ailleurs, il faut les bons choix de protection sociale permettent d'améliorer les résultats en matière de santé. Si vous prenez par exemple les retards de croissance pour les enfants, ça a des conséquences sur le QI de l'enfant, les résultats à l'école, les potentiels de revenus et de bien vivre. Donc il faut que les plus pauvres soient protégés de ces risques qui ont des effets sur les générations futures. Donc c'est un lien, c'est une relation qui se renforce de façon, enfin, où chaque élément se renforce mutuellement. Encore une question que j'ajouterais, c'est l'intersection entre la couverture universelle, la protection sociale et le marché du travail. Et là, il y a quelque chose d'important dont l'OMS est convaincu. Les avantages ne doivent pas être liés qu'au statut de l'emploi. Parce que cela risquerait de faire baisser la mobilité sociale et les gens risqueraient de garder leur emploi uniquement pour garder leur assurance maladie. Donc nous devons travailler ensemble là-dessus. Vous vouliez ajouter quelque chose? La couverture universelle, en fait, pour la protection sociale, nous imitons les principes de la couverture santé universelle. La protection sociale ne doit pas être liée à une forme d'emploi particulière ou à un lieu de travail, parce qu'il y a une fluidité accrue sur le marché du travail. Donc nous suivons exactement la méthode de la couverture universelle. Pour ce qui est de la question du Bénin, oui, c'est très important. Il faut parler à tous ceux qui doivent être représentés dans les discussions sur le marché du travail. Notre remarque provocatrice sur les arrangements pentapartites au lieu de tripartites ne doit pas être prise au pied de la lettre. Mais en fait, il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur informel qui ne sont pas représentés. Peut-être qu'ils doivent être représentés par les gouvernements ou d'autres, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut faire quelque chose. Et il y a une grande fluidité sur le marché du travail. Donc il faut faire quelque chose pour découpler la façon dont nous aidons les gens de leur statut d'emploi. Donc il faut que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Monsieur Dimitrov. Excusez-moi, mais c'est très clair. C'est ce que j'ai dit dans ma première déclaration. Nous avons des points de vue divergents sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas le point de vue du groupe des travailleurs, c'est le point de vue de l'organisation. C'est la déclaration qui dit qu'il faut renforcer les institutions du travail pour assurer une protection adéquate de tous les travailleurs et réaffirmer la pertinence de la relation professionnelle comme moyen pour fournir une protection juridique. Donc c'est un exemple clair. Dans cette organisation, nous continuons, en tout cas la majorité des personnes ici, les mandants continuent d'affirmer que la relation d'emploi est prédominante, est essentielle. Et la protection sociale, les systèmes de protection sociale dépendent de la relation professionnelle. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais le travail sur plateforme, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Les travailleurs informels sont des travailleurs, ils ont besoin de protection, d'horaire. Et donc tous les travailleurs sont des travailleurs et doivent être représentés et sont représentés soit par les employeurs, soit par les syndicats. En Inde, il y a 1,7 million de syndicats.
y compris dans l'économie informelle, et ça existe aussi en Amérique latine. Donc c'est pas vrai qu'ils ne sont pas représentés. Ils sont représentés par les mandants de cette organisation, les syndicats, les employeurs et les gouvernements, et même chose au sein de l'Union européenne. J'étais très impressionné par cette déclaration, et les organisations de la société civile doivent avoir leur mot. Donc il faut garder ça présent à l'esprit. Je ne suis pas contre les partenariats, je ne suis pas contre l'invitation d'inviter dans ma maison, mais c'est ma maison. Les invités viennent et ils repartent. Nous les écoutons, nous essayons de travailler avec eux, mais la protection sociale est du ressort des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Mesdames, Messieurs, ce qui ressort très clairement ici, c'est que les partenariats sont difficiles et qu'ils peuvent être complexes. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire apparaître des tensions, des points de vue divergents. Mais si nous pouvons tous être sur la même tribune comme ici et discuter de cela, cela montre qu'en définitive, nous nous inquiétons tous de la même chose, à savoir un monde bien portant, un corps bien portant, des personnes prospères. Et donc, l'importance de poursuivre ces conversations, même si elles sont désordonnées, même si elles sont difficiles, est essentielle. Donc, je vous remercie encore une fois de vos points de vue divergents et de la franchise avec laquelle vous vous êtes exprimés. Beaucoup vont tweeter sur l'analogie. Ça, c'est ma maison. Je ne prends pas la maison avec moi. Je prendrai d'autres suggestions, mais je ne vais pas tirer la ligne pour indiquer à qui appartient la maison. En fait, ce qui est important ici, dans cette organisation, c'est que nous apprenons à ne pas être d'accord. Et nous avons beaucoup d'expérience de ces désaccords entre les mandants tripartites. Bon, pour conclure cette conversation, il y a un monsieur qui s'appelle Ray Dalio, qui a écrit un livre qui s'appelle Principe. Et une des choses dont parle Dalio, c'est de l'importance d'avoir le courage de dire votre vérité, même quand vous savez que ça sera discuté par toute personne autour de vous. Et lorsque nous avons cette force, eh bien, nous sommes justement très forts. Ce que nous avons connu cet après-midi, c'est le principe de ce qu'on appelle la franchise radicale. Donc, je vous ai promis que nous allions conclure de façon amusante. Je respecte ma promesse. J'aimerais que vous réfléchissiez tous à un panneau d'affichage. Ce panneau d'affichage va être placé à l'extérieur de l'OIT demain matin. Et ce panneau, cette affiche, dit « Ensemble, nous pouvons ». Et vous devez compléter la phrase. Donc, souvenez-vous, mesdames, messieurs, c'est un panneau, une affiche. Ce n'est pas un article de journal, ce n'est pas une publicité à la télévision, c'est une simple phrase, une phrase. Ensemble, nous pouvons. Et évidemment, je veux que vous réfléchissiez à la protection sociale universelle, à ce qu'il est possible lorsque les organisations internationales et régionales montent sur la même estrade et font preuve de franchise. Ensemble, nous pouvons. Donc, les messieurs ont beaucoup parlé. Je vais commencer par les femmes. Madame, que va dire votre panneau? Ensemble, nous pouvons réaliser les ODD. Alors, on l'applaudit. Together we can achieve. Ensemble, nous pouvons réaliser les ODD. Vous avez vraiment de la chance parce que vous étiez la première, madame, de laisser personne sur le bord du chemin. Madame, ensemble, nous pouvons assurer le travail décent et mettre en œuvre l'ODD 1.3. On applaudit.
All right. Mr. Perrin, you're going to get the... Monsieur Perrin, vous aurez le tout dernier mot. Ça sera encore plus difficile pour vous parce que, après tout, c'est votre maison. Donc, on vous permet de prendre la parole en dernier. Monsieur Nita, ensemble, nous pouvons rendre les choses possibles. Non, je vous corrige un petit peu. Nous pouvons rendre les choses possibles. D'accord? Souvenez-vous, il nous reste 9 ans et demi, donc c'est très pertinent. On applaudit Monsieur Nita. Ensuite, Monsieur Dimitrov. Ensemble, nous pouvons assurer la solidarité, une base de droits, ou plutôt une protection sociale universelle pour tous fondée sur des droits. Là, ça fait une grosse affiche. Donc, ensemble, nous pouvons réaliser la solidarité et la protection sociale universelle pour tous fondée sur des droits. Monsieur, ensemble, nous pouvons saisir toutes les adversités pour en faire des opportunités. Ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. On peut l'applaudir. Docteur Salma, ensemble, nous pouvons vivre des vies en bonne santé, productives et prospères. Et Monsieur Perrin, merci. Les interprètes ne n'entendent pas Monsieur Perrin. Non, le micro ne fonctionne pas. Voilà, maintenant. Vous n'allez pas être surprise. Je vais être très proche de notre collègue travailleur. Je dis, ensemble, nous pouvons, par la solidarité, réaliser la justice sociale et la paix. Très bien, mesdames, messieurs. Ce seront les titres des journaux demain et les affiches que nous verrons. Ensemble, nous pouvons réaliser les ODD. Ensuite, nous pouvons nous assurer que nous ne laissons personne sur le bord du chemin. Ensemble, nous pouvons garantir le travail décent. Ensemble, nous pouvons rendre cela possible. Ensemble, nous pouvons assurer la solidarité et la protection sociale pour tous fondée sur les droits. Ensemble, nous pouvons faire de l'adversité une chance, une occasion. Ensemble, nous pouvons vivre des vies en bonne santé, productives et prospères. Ensemble, nous pouvons réaliser la solidarité et réaliser la justice sociale et la paix. Merci beaucoup à tous les intervenants. Nous les applaudissons. Thank you. All right, ladies and gentlemen, before you... Mesdames et messieurs, avant que vous ne quittiez la salle, 2 annonces. Et j'ai besoin de toute votre attention. Nous avons une activité de mise en place de réseau à l'étage qui se trouve juste au-dessous. Et ça, c'est très intéressant, c'est fascinant, vous verrez l'exposition. Ensuite, vous êtes conviés à un cocktail pour qu'il n'y ait pas de divergence d'opinion entre vous, mais qu'il y ait plutôt convergence. Et ce sera à 18h30. Enfin, veuillez surveiller le programme pour demain. Sauf erreur de ma part, c'est 9h. 9h précise demain pour la première discussion de groupe. Vous avez été formidables. Je vous remercie et je vous dis à demain. Thank you.